Et dans l'actualité des idées aujourd'hui, faux et usage de faux. Éric Zemmour, en faussaire de l'histoire, comment le candidat d'extrême droite est-il devenu le chantre d'un nationalisme ethnique? On en parle avec notre invité, Laurent Joly, directeur de recherche au CNRS, auteur de plusieurs livres sur l'antisémitisme et la Shoah en France, dont L'État contre les Juifs. L'historien publie ce mois-ci La falsification de l'histoire chez Grasset, un livre riposte au discours d'Éric Zemmour, à sa relecture de l'histoire comme argument de campagne, et un retour sur la manière dont l'histoire de Vichy et celle de l'extermination des Juifs ont été écrites, réécrites depuis 1945. Bonjour Laurent Joly. Bonjour. Merci à vous d'être avec nous aujourd'hui. D'où vient Zemmour dans l'histoire? Parce que Éric Zemmour et l'histoire, c'est peut-être d'abord ça. Est-ce qu'Éric Zemmour est lui-même, pour vous, un produit de l'histoire, d'une certaine histoire? Tout le monde est le produit de l'histoire, d'une histoire. Alors peut-être lui d'une histoire intellectuelle. Oui, ce qui est troublant avec d'ailleurs le cas Zemmour, c'est que il se revendique gaulliste, il se revendique du RPR. En fait, il est assez facile de situer Zemmour dans la tradition de l'extrême droite française, car c'est un profil qui avait un petit peu disparu de notre paysage politique et culturel et intellectuel, c'est celui de l'imprécateur nationaliste, du polémiste d'extrême droite. C'est-à-dire ce type d'acteur qui publie des livres sur l'histoire de France des dernières décennies, qui vous raconte que les dernières décennies ont été un long déclin, mais que lui a peut-être la solution si on l'écoute. Donc c'est le type La France juive de Drummond, 1886, pamphlet à la fois anti-républicain et antisémite. C'est Daudet, le stupide 19e siècle, c'est Maurras qui, pareil, réécrit les dernières décennies de la République pour dire que la France est en totale décrépitude, qu'elle est proche de disparaître, mais qu'il y a peut-être un dernier espoir. Et encore, quand on écoute Zemmour, ce dernier espoir, c'est 2022, l'année de la dernière chance, a-t-il encore dit récemment. Donc vous voyez, c'est vraiment une vision apocalyptique et qui est convaincu que la France va disparaître parce qu'elle va être submergée par une nouvelle population. Et ça, c'est vraiment une idéologie qui naît à la fin du XIXe siècle. Je l'appelle le nationalisme ethnique parce que c'est comme ça que c'est appelé par les acteurs eux-mêmes, des disciples de Maurice Barrès, de Charles Maurras, qui parlent de nationalisme ethnique, c'est-à-dire qu'on considère que la France est menacée parce qu'elle subit l'individualisme révolutionnaire, donc cette idéologie qui nous détruit, mais aussi un remplacement sournois par une nouvelle population, les métèques, les juifs. Et aussi, figurez-vous, les protestants, c'était l'un des mythes nationalistes du tournant du XXe siècle, en 1900. Jacques Bainville, le maître de de Zemmour, par exemple, était convaincu que les protestants étaient des ennemis de l'intérieur très dangereux. Voilà, donc vous voyez, Zemmour se situe vraiment dans cette tradition-là. Oui, alors vous citez, vous insistez aussi sur la figure de Charles Maurras, principal théoricien de l'extrême droite au XXe, qui répétait, écrivez-vous, que le succès de sa formule politique, le nationalisme intégral, passait par la conquête des esprits, par la victoire préalable des idées. Et effectivement, vous qualifiez-vous, Laurent Joly et Éric Zemmour, de doctrinaire, à l'instar de Charles Maurras. Alors, c'est intéressant parce que récemment, lundi, Éric Zemmour a prononcé ses vœux à la presse et voilà ce qu'il disait. Mesdames et messieurs les journalistes, dans un an, jour pour jour, je vous inviterai à l'Élysée et nos relations ne seront plus les mêmes. Vous vous adresserez à moi avec respect, admiration, sollicitude et même un brin d'hypocrisie, comme vous le faites toujours avec les présidents de la République. J'étais le plus controversé d'entre nous et d'entre vous, oui, mais également le plus applaudi. Alors que vous n'êtes ni controversé, ni applaudi. Vous êtes toujours les hommes et les femmes les plus mal aimés de France. Mais qui ne vous aime pas? Le peuple, mes bons amis. Le peuple vous en veut. La population vous taille des costards à la chaîne, de quoi vous rhabiller pour 100 ans. Et bonne année 2022. Voilà les vœux d'Éric Zemmour, un doctrinaire qui dénonce les idéologues des médias, les idéologues de la presse, cette idéologie du politiquement correct. Oui, un doctrinaire et un populiste. C'est ça aussi qui est nouveau avec Zemmour. C'est-à-dire qu'on voit très clairement
que son identité première, c'est celle voilà, de l'homme de plume qui rêve en couleur. On a vraiment l'impression d'entendre Maurras quand il parlait autour de lui, quand il pensait vraiment qu'il allait prendre le pouvoir et il se projetait déjà dans une France où il serait le principal conseiller du roi. Il y a aussi cette tripe populiste qui consiste à dire moi j'incarne le peuple. Voilà, je suis le peuple. Maurras a inventé cette notion de pays réel, de pays vrai, ce que Jean-Marie Le Pen a aussi repris, qui s'oppose au pays légal. Alors le pays légal, c'est les gouvernants, c'est les médias, voilà, donc il joue. Comment vous l'expliquez par l'histoire, hein, une fois encore, ce rapport ambivalent à la presse paradoxale? Il est lui-même journaliste, il a été chroniqueur, il s'est fait connaître. C'est vraiment un enfant de la télé, Éric Zemmour, hein, aussi, en dehors des articles qu'il pouvait signer dans les journaux. Comment vous expliquez ce rapport contrarié qu'il a avec la presse ou les médias, à moins que ce soit totalement assumé et calculé? Ben ça, j'en sais rien, je ne suis pas dans la tête de Zemmour. Ce qui est certain, c'est qu'il veut jouer sur tous les tableaux. C'est-à-dire qu'à la fois, il veut être celui qui est aussi un journaliste, il est comme eux, il dit « je suis comme vous, moi je suis un journaliste, mais je ne suis pas comme vous ». Parce que en fait, le peuple n'aime pas les journalistes, et c'est vrai que ça fait partie de ces professions qui, en France, il est très facile de les décrédibiliser. Ça rentre de manière globale dans la remise en cause des élites, des savoirs légitimes. Zemmour joue complètement là-dessus. C'est le populisme, voilà, ça c'est quelque chose qu'on voit partout. Ça, quelque chose où vous retrouvez des accents un peu trumpiens ou trumpistes dans ces formules d'Éric Zemmour, dans sa manière de se positionner aussi par rapport à la presse, aux médias et puis au reste du pays. Bien sûr, Zemmour est un homme de son temps. Donc voilà, il y a des populismes ailleurs et il en est l'un des représentants, très clairement, et le représentant principal en France. Mais il appartient aussi à une histoire qui est propre à notre histoire politique de la France, parce que en France, il faut quand même avoir un cachet intellectuel pour séduire. Et un Trump, ça pourrait pas marcher en France. Quelqu'un qui arrive, il a juste fait du business, ou il est juste passé à la télé avec une émission de télé-réalité, ça marcherait pas. Zemmour, il joue aussi la carte de l'homme qui sait, de celui qui a lu, qui connaît l'histoire de France, en profondeur, et ça lui donne une légitimité pour parler des problèmes du présent. Et ça plaît aux gens, parce que on aime quand même, vous savez, Jean-Marie Le Pen, on disait toujours qu'il était le plus cultivé. Il a aussi joué cette carte-là, Jean-Marie Le Pen. Celui qui parle mieux français que les autres, celui qui est cultivé. Donc, on a là, vous voyez, en France, un type de populisme où ça ne peut pas juste être la vulgarité et le populisme assumé. On veut aussi avoir ces lettres d'intellectualité. Alors, il a souvent dit, Éric Zemmour, qu'il voulait réussir l'union des droites jusqu'à l'extrême. À qui il s'adresse pour vous, Laurent Joly? Qui veut-il convaincre ou fédérer? Il a un projet politique qui est clair. Il est persuadé qu'il est en mesure de, en gros, refaire le coup de Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire à la fois l'électorat de droite classique, mais aussi chasser sur les terres de Le Pen, de Marine Le Pen. Donc c'est ce qu'il dit. Moi, je suis le seul à même à unir les CSP+, ceux qui ont voté François Fillon, et puis le peuple qui vote Marine Le Pen. Il est dans une pure construction intellectuelle. Vous voyez, comme Maurras, c'est-à-dire que d'un point de vue intellectuel, on va se dire ah oui, c'est vrai, mais ça ne correspond sans doute pas, je l'espère, à la réalité électorale. Mais il construit, Zemmour part toujours de construction a priori. C'est-à-dire que quand il parle de la France, quand il parle des Français, en fait, il ne parle jamais de la France et des Français tels qu'ils sont, mais tels qu'ils devraient être ou tels qu'ils se les imaginent. C'est pour ça qu'il nous parle sans cesse en fait de la France des années 60. Donc vous voyez qu'il ne parle pas de la France telle qu'elle est aujourd'hui. Et ça, pour moi, ça le met vraiment dans cette catégorie d'intellectuels d'extrême droite, comme Maurras, comme d'autres, qui ne partent jamais en réalité des réalités. Ils disent qu'ils partent des réalités, mais non, ils partent de construction intellectuelle. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui, à mon sens, le distingue des gens dont il se revendique. Le général de Gaulle, par exemple, était un pragmatique, aucunement un idéologue, et encore moins un idéologue d'extrême droite. Donc vous voyez qu'on est avec Zemmour dans une sorte de confusion permanente des repères, des références et des valeurs. Mais il s'y réfère et il idéalise cette France d'avant, hein, comme vous le disiez. Justement, l'histoire, cette histoire-là, dans laquelle il s'inscrit et dont il serait aussi le produit, est-ce qu'il la connaît, Éric Zemmour, cette histoire?
Non, il la connaît mal, évidemment. Parlons de ce qu'est le cœur du livre. C'est Vichy, la politique antisémite de Vichy, pour faire simple. Pétain, Vichy, la Shoah. On voit très bien qu'en fait, il parle, de manière très péremptoire d'ailleurs, de sujets qu'il ne connaît pas. Il ne connaît pas l'histoire et il ne connaît encore moins le travail des historiens. C'est pour ça que le cœur du livre, c'est de raconter comment s'est construit un savoir scientifique depuis 1945. Et quand vous étudiez comment s'est construit ce savoir scientifique, vous vous rendez compte que tous les mythes qu'il met en avant, ça tombe. Paxton, le mythe de la doxa Paxton. Alors, je propose qu'on l'écoute, si vous voulez bien, comme ça on se remet dans le discours et dans les mots, les propos que Éric Zemmour a tenus à propos de Vichy notamment. On se souvient aussi de son Pétain qui a sauvé les Juifs français, c'était face à BHL sur CNews il y a 2 ans. Bon, plusieurs récurrences médiatiques à ce sujet. On écoute pour le coup Éric Zemmour sur le plateau d'On n'est pas couché en 2014. Qu'est-ce que j'ai voulu montrer ? J'ai voulu montrer la complexité, qu'on avait oublié, la complexité de l'histoire. Et c'est ça qui est intéressant dans Vichy, c'est ça qui est intéressant vis-à-vis de Vichy et des Juifs. Qu'est-ce qui se passe ? Vichy, c'est un régime qui émet des lois antisémites. Paxton dit « ce n'est pas sous la pression des Allemands », d'autres historiens disent « c'est sous la pression des Allemands ». Deuxièmement, ils font donc des statuts des Juifs, etc. Mais ensuite, et c'est là où c'est intéressant, et c'est là où cette complexité a été gommée par Paxton, Vichy fait un pacte avec le diable. C'est qu'il négocie avec les Allemands et qui dit « on vous donne les Juifs étrangers, sans savoir jusqu'en 1942 qu'ils seront tous exterminés, parce que c'est important à savoir, et simplement, vous ne touchez pas aux Juifs français. » On peut trouver ça horrible. Il faut simplement rappeler que dans les autres pays où ça n'a pas été fait, les Allemands ne se sont pas embarrassés, ils ont exterminé tout le monde. En Hollande, Éric, en Pologne. C'est pas Pétain qui a sauvé les Juifs, c'est la zone libre, c'est les Justes, c'est la société civile, c'est l'Église qui a sauvé les Juifs français. C'est pas Pétain. Ça, c'est la doxa dominante. C'est Pétain qui a sauvé les Juifs. Je vous engage. Pétain a sauvé les Juifs. Mais répondez-moi oui, non. Il a sauvé des Juifs français, oui. Voilà, pour cet extrait, Laurent Joly, plusieurs choses à expliciter, à éclairer, notamment cette idée cette histoire de la doxa Paxton, en référence à l'historien américain Robert Paxton. Oui, alors là, on est vraiment, cet extrait, il est magnifique parce qu'on est vraiment au cœur de l'imposture zemmourienne, de l'histoire. À l'entendre, c'est lui qui incarne la complexité de l'histoire, qui est gommée par d'autres. Vous voyez, c'est le renversement permanent de la réalité. Ça, c'est typique de Zemmour. En fait, l'idée de Zemmour, c'est quoi, là, quand on l'entend en résumé ? C'est de dire, c'est grâce à Vichy que les Juifs ont survécu, vous le savez, aux 3/4, plus de 200 000 Juifs ont survécu en France, 74 150 ont été déportés. Donc Paxton aurait imposé une idée simpliste, qu'il faut, et lui dit, non, ce qui s'est passé, c'est que la complexité, c'était en fait que Vichy s'est retrouvé devant un pacte avec le diable. Donc tout ça, c'est du vent, ça ne repose sur rien. D'une part, Paxton, lorsqu'il fait la France de Vichy, il s'appuie sur déjà, ce que je montre dans mon livre, sur 20 années de travaux, de recherche, qui montrent une chose très simple, c'est que le choix par Vichy de la collaboration, qui n'était absolument pas une fatalité. Vichy est une situation unique en Europe. On n'est pas en Pologne, on n'est pas aux Pays-Bas. Donc la comparaison avec la Pologne ou les Pays-Bas n'a pas de sens. La France garde une souveraineté importante, puisque vous avez la zone libre, que le gouvernement de Vichy est souverain en zone libre, et que donc les Allemands sont obligés de négocier avec Vichy quand ils veulent massivement des Juifs. Ils ne peuvent pas, comme ils le font ailleurs, les réclamer. Ou s'ils le font en zone occupée, ils risqueraient ils le savent, ils risqueraient à la fois d'être en contradiction avec les conventions, et les Allemands font attention à la convention. Il y a une convention d'armistice, donc ils ne peuvent pas faire ce qu'ils font ailleurs. Donc c'est tout ça, la complexité de l'histoire, si vous voulez, qui amène, et comme Vichy est dans une politique de collaboration en 1942, en sachant quand même, là aussi, autre mensonge de Zemmour, que les Juifs qu'on va livrer sont destinés à mourir. Voilà, on le sait dès juillet 1942. Dès juillet 1942, au moment de la rafle du Veldiv, le chef du cabinet civil du maréchal Pétain écrit dans son journal intime, il écrit les Juifs vont partir dans des wagons plombés, ils n'auront pas d'eau et les Allemands verront à l'arrivée ce qu'il reste de vivants.
Vous voyez, on sait, même si tout est fait pour ne pas vouloir le savoir, et qu'ils se sont tous mentis à eux-mêmes, le maréchal Pétain, Pierre Laval, le chef du gouvernement, son chef de la police, René Bousquet, ils savent que les Juifs qu'ils livrent sont destinés au pire. Voilà. Donc, ont peu de chances de sortir vivants. Donc, vous voyez, il est hors sol, Zemmour. Il est complètement hors sol parce que cette dimension tragique qui attendait les déportés, elle a été comprise par l'opinion publique sur le moment. Et c'est parce que l'opinion publique a réagi, c'est parce qu'il y a eu pour la première fois une protestation des évêques publique, seule protestation publique pendant la période de la guerre, que Vichy a dû revenir en arrière et que les Allemands ont dû prendre en compte ce facteur de l'opinion pour ménager la position du président Laval. Mais le bilan, je parle quand même du bilan parce qu'il est quand même très important, c'est que quand Vichy accepte de collaborer et collabore massivement, eh ben on va livrer près de 40 000 juifs, 35 000 juifs, qui vont partir, 35 800 pour être exact, qui vont partir entre le 17 juillet 1942 et le 11 novembre 1942. Des juifs, en effet, étrangers, mais on a pris aussi leurs enfants. Et leurs enfants étaient français à titre définitif, pour les 3/4 d'entre eux. Donc ils avaient normalement des droits que Vichy aurait dû, évidemment, puisque Vichy, soi-disant, voulait protéger les juifs français, aurait dû prendre en compte. Et ce qui se passe aussi, c'est que dans ces 40 000 juifs qui vont être livrés en 1942, vous avez aussi un grand nombre de juifs français qui sont arrêtés en dehors des rafles. Parce que quand vous commencez à faire une rafle massive, Paris, en 2 jours, on a arrêté 13 000 personnes. Tout le monde se sent concerné. Tout le monde commence à se cacher. Les gens essayent de fuir essayent de fuir en zone libre. Et là, vous avez en masse des juifs français qui ont été arrêtés. Donc Vichy, la vérité historique est que Vichy ne s'est absolument pas mis en situation de protéger les juifs français. Mais le problème, c'est qu'il ne faut pas non plus rentrer dans le jeu d'Éric Zemmour et de considérer que c'est moins grave de déporter des juifs étrangers. Enfin, vous voyez, c'est la grille de lecture d'un Zemmour. La vérité, c'est que Vichy avait les moyens de dire non, avait les moyens de dire on ne peut pas vous donner des juifs, des femmes, des enfants, on ne peut pas. Et pourquoi Vichy ne fait pas ce que le maire de Bruxelles est en mesure de faire? Le maire de Bruxelles, en juillet 1942, refuse de mettre la police de Bruxelles à disposition des Allemands. Il dit, je peux pas, j'ai pas le droit de le faire. J'ai pas le droit, sinon, moi, je risque d'être poursuivi par la justice. Donc pourquoi le maire de Bruxelles peut dire non? Et pourquoi Vichy ne peut pas dire non en juillet 1942? Alors que Vichy va dire non 1 an plus tard, quand il n'y aura plus de zone libre. Donc, vous voyez, quand vous décortiquez tous les arguments, vous voyez qu'il ne reste rien du raisonnement de Zemmour, c'est du vent. Est-ce que ces propos, c'est peut-être du vent, mais est-ce que ces propos sont répréhensibles? Est-ce qu'ils sont condamnables devant un tribunal? Je ne sais pas s'ils sont condamnables devant un tribunal. Vous savez qu'il n'a pas été condamné pour ses propos, pas ceux-là, mais ceux qu'il a réédités devant vous avez cité Bernard-Henri Lévy. Donc CNews, voilà, Bernard-Henri Lévy, en octobre 2019, je crois. Et donc, il y a eu un procès en première instance où Éric Zemmour a été relaxé. Il était poursuivi c'était l'idée d'un délit de contestation de crimes contre l'humanité. Il y a un procès en appel qui arrive ce mois-ci. Il y a un procès en appel qui arrive. Alors, ce qui se passe, c'est que pour les juges, dire que Pétain a sauvé les juifs français relève de la contestation de crimes contre l'humanité. Et donc, à ce titre-là, il y a d'autres personnes qui ont été condamnées. Le directeur de Rivarol a été condamné. L'ancien patron de Radio Courtoisie a été condamné pour avoir tenu des propos qui sont proches de ceux de Zemmour. Mais les juges ont considéré que le contexte de l'échange avec Bernard-Henri Lévy était à brûle-pourpoint et que donc, on ne pouvait pas considérer qu'il avait délibérément, Zemmour, voulu avancer cet argument-là. Bon, voilà, c'est un peu tiré par les cheveux, mais ça prouve que, contrairement à ce que dit Zemmour, il n'y a pas de justice aux ordres, que les juges, en fait, sont très prudents, très scrupuleux, et qu'il faut vraiment qu'un délit soit caractérisé pour être condamné. Si bien que quand Zemmour a été condamné pour incitation à la haine raciale, il ne l'a été que quand c'était vraiment des propos vraiment caractérisé. Donc, on n'a pas une justice politique comme il le dit. Mais là, ça rentre dans vous voyez, ce qu'il oppose toujours, le pays légal, le peuple, etc. Alors, il y a la justice et puis il y a le rôle et le boulot des historiens. C'est intéressant parce que vous racontez que l'origine même de ce livre, c'est ce doute qui vous a habité face à ces discours, à cette situation, de voir que le travail des historiens n'avait finalement plus d'effet, qu'Éric Zemmour signait peut-être
en partie un échec, alors non pas de l'histoire, mais des historiens dans leur tentative qui paraissait si stable jusqu'ici d'établir un savoir historique. Oui, il y a là, enfin, moi je considère que ça fait partie de mon rôle. Je suis chercheur au CNRS. Au CNRS, on doit intervenir dans l'espace public. On nous demande ça. On parle de diffusion de la recherche, donc on est aussi évalué là-dessus. Et que lorsqu'il y a un sujet qui concerne, qui peut toucher la société civile, eh ben, on doit intervenir. Surtout quand il s'agit de rectifier des erreurs. Donc, moi je considère qu'il faut rectifier des erreurs, surtout quand on peut aussi, et c'est une deuxième casquette que j'ai, puisque je suis aussi spécialiste de l'histoire de l'extrême droite, que j'ai fait une thèse d'habilitation sur Charles Maurras et Maurice Barrès. Donc je vois très bien aussi que ce n'est pas juste de la falsification historique, mais que cette falsification historique obéit à une logique politique qui est assez facile de comprendre en fait. C'est-à-dire que dans la logique de Zemmour, on nous enseigne une histoire qui vise à nous culpabiliser. Vous voyez, on est vraiment dans un mythe paranoïaque qui vise à nous culpabiliser pour qu'on se laisse envahir par les étrangers et par l'islam. Voilà le raisonnement de Zemmour. Et d'ailleurs, Paxton, il va l'attaquer comme américain. Il va dire, en fait, Paxton, il n'aime pas notre modèle assimilationniste. C'est pour ça qu'il attaque Vichy. Le discours de Jacques Chirac en 1995, c'est un discours criminel. Voilà ce que dit Zemmour. C'est criminel parce que ça nous culpabilise et ça nous prépare à nous laisser envahir. Donc, quand on voit de telles manipulations historiques, il faut essayer de comprendre. Et en fait, l'idée de Zemmour est assez simple. L'idée de Zemmour, c'est de considérer que les droits de l'homme, toute cette évolution, tout ce processus, eh ben, c'est quelque chose qui nuit aux intérêts de la France. Et que donc, si on arrive à convaincre les gens que, en fait, ce qu'a fait Vichy, c'est pas si criminel que ça. Vichy, en fait, a obéi, comme il dit, aux nécessités de la raison d'État. Eh ben, on peut espérer, en tout cas c'est ce qu'il pense, préparer l'opinion publique à accepter d'autres mesures qui, comme sous Vichy, on va supprimer les lois contre... Il y avait une loi qui existait et qui était d'ailleurs d'application très restrictive qui pénalisait le racisme et l'antisémitisme. Donc voilà, on va supprimer comme Vichy, on va supprimer ça, et puis contourner le pouvoir des juges. C'est quand même ça l'idée qu'il y a derrière chez Zemmour. Et donc, quand vous voulez expulser 2 millions, parce qu'il l'a dit, vous voulez expulser 2 millions d'étrangers en 5 ans, comment vous faites ? Vous êtes bien obligé de contourner le pouvoir des juges. Et ça s'est fait ça sous Vichy. C'est sous Vichy qu'on a eu des mesures administratives qui permettaient d'interner des gens comme ça, en contournant le pouvoir des juges. Donc Zemmour, je pense, est dans une logique où il veut absolument banaliser ce qui s'est passé pour préparer des mesures liberticides. Dans la falsification de l'histoire, cet ouvrage d'intervention donc, que vous publiez, Laurent Joly, chez Grasset, vous racontez aussi comment il brandit régulièrement la théorie du glaive et du bouclier, cette théorie qui est issue des procès de la Libération et plus particulièrement du procès Pétain en 1945 devant la Haute Cour de justice. Le glaive, c'est De Gaulle, Pétain, le bouclier. Est-ce que vous diriez, si on remet ça au goût du jour, qu'il y a une ultime tentative ou le rêve pour Éric Zemmour d'incarner ce réconciliateur entre Pétain et De Gaulle, d'être cet homme-là? Oui, c'est le deuxième. C'est très bien que vous me posiez cette question parce qu'il y a effectivement deux logiques. Il y a la logique à la fois de banaliser pour préparer des politiques d'exception, mais il y a aussi l'idée chez Zemmour très forte que si on réécrit l'histoire des années noires, si on dit Pétain, De Gaulle, en fait, c'était tous les deux servaient les intérêts de la France. Eh ben, on peut-être, enfin c'est ce qu'il pense, réconcilier les droites. Parce que ce qui distingue la droite et ce qui fait qu'elles n'ont pas pu s'entendre depuis 40 ans, c'est ce que Juppé appelait la croix de Lorraine qui est entre nous. C'est la querelle Pétain-De Gaulle. C'est le souvenir de la Seconde Guerre mondiale, le souvenir de la collaboration. Mais ce qui est quand même assez contradictoire et cocasse, au bout du compte, c'est que Zemmour reproduit l'erreur de Jean-Marie Le Pen. L'affaire du détail, vous en rappelez, il fait un peu son affaire du détail en réhabilitant Pétain et la politique antisémite de Vichy, en disant qu'elle n'est pas si criminelle que ça, parce que, en fin de compte, ça, c'est comme un peu dans les années 80 avec Le Pen, ça empêche vraiment beaucoup de gens de droite de se dire on va aller avec Zemmour. Vous voyez, donc, en voulant comme ça, par provocation et par volonté de reconquête intellectuelle, réécrire de manière mensongère cette histoire,
il se tire sans doute une balle dans le pied. Mais c'est vrai que c'est intéressant parce que il n'est pas le premier à faire ça, hein. Il n'est pas le premier à user et instrumentaliser l'histoire comme une arme, hein, comme vous l'écrivez, Laurent Joly, dans ce livre. On se souvient des incartades historiques de Patrick Buisson sous Nicolas Sarkozy. On se souvient aussi de Marine Le Pen et la rafle du Veldiv, entre autres. Il y a eu beaucoup de références comme ça à l'histoire qui ont pu être faites, et des références et des mésusages de politique de l'histoire. Avec Zemmour, Vichy revient dans le débat public. Ça fait partie du débat, hein, disait Sarkozy à l'époque. Pourquoi est-ce qu'il remet cette histoire là? C'est ce que Sarkozy vient de dire là. Ce qui est quand même d'ailleurs très étonnant, parce que voir le président de la République qui a succédé à Jacques Chirac, donc le même parti, le RPR, dont se revendique Zemmour, que le président Sarkozy ne soit pas choqué que Zemmour trouve criminel le discours du 16 juillet 1995 de Jacques Chirac, je trouve ça très étonnant. Voilà, parce que Mais normalement... que l'histoire, que notre passé fasse partie du débat public, comme il le dit. Ça fait partie du débat public, le problème n'est pas là. Le problème, est-ce qu'il y a des falsifications ou pas? Est-ce qu'il y a des mensonges ou pas? Est-ce qu'il y a des manipulations ou pas? Donc Zemmour n'est pas dans une logique Zemmour se prétend toujours là, un peu la victime, on ne veut pas débattre avec moi, je suis passionné d'histoire. Mais c'est pas ça le problème. Le problème de Zemmour, c'est que délibérément, je le démontre dans mon livre, il ment, il truque des sources pour essayer d'imposer une vision de l'histoire mensongère à des fins politiques, à la fois afin de réconcilier les droites, mais aussi de reformater idéologiquement les gens pour qu'ils se trouvent en situation d'accepter des mesures d'exception contre différentes catégories de gens. C'est ça le problème. Quel intérêt de conjuguer le passé au présent? Je ne sais pas quel est l'intérêt de conjuguer le passé au présent. De ramener toujours cette histoire et de la travestir pour la mettre au goût du jour. C'est un vieux classique, hein, je vous l'ai dit. Là-dessus, il s'inscrit vraiment dans la tradition d'extrême droite française. Si vous maîtrisez le récit sur le passé, vous pouvez peser politiquement sur le présent. Ça, c'était la grande idée de Charles Maurras. On cite souvent Gramsci, mais c'est la grande idée de Charles Maurras, donc le théoricien de l'Action française. Et Zemmour est vraiment intellectuellement dans la continuité de cette vision-là. Et Jacques Bainville, qui est le maître de Zemmour, réécrivait l'histoire de France. Ça permet, quand vous imposez un récit, et si vous parvenez à imposer un récit sur le passé, vous pouvez peser politiquement sur le présent. C'est ça la logique, si vous voulez, fondamentale de ce que fait Zemmour. Alors vous insistez aussi beaucoup sur la méthode Zemmour, sur le style, la rhétorique presque sophiste d'Éric Zemmour. Le polémiste excelle en effet dans l'art de l'aphorisme paradoxal, écrivez-vous Laurent Joly, du raccourci déroutant, de l'anecdote qui embrouille. C'est pour ça que ses adversaires politiques ont quand même des difficultés ou tellement mal à débattre avec lui, à le corriger, à lui opposer des arguments qui pèsent dans l'opinion. Absolument, parce qu'il va vous bombarder de références, il va vous inventer même parfois des débats d'historiographie. Donc, il vous dit, le grand historien Jean-Pierre Azéma est en fait en désaccord avec Paxton. Alors là, vous êtes en face de lui, qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça? En fait, c'est faux, mais il vous faudrait ramer pour aller vérifier que c'est pas le cas. Donc, il vous balance en permanence des énormités, et face à ces énormités, donc par exemple, la gauche est majoritaire à Vichy. Le glaive et le bouclier. Il va vous dire, le glaive et le bouclier, c'est dans la tête de Gaulle, dans la tête de Pétain. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Voyez, donc, il va vous dire que dans tel livre, il n'y a pas telle chose, alors que telle chose, il figure bien. Donc, c'est constamment, effectivement, un brouillage, mais qui prétend toujours se référer à des travaux. Donc, voilà, donc, il détourne aussi des travaux. Donc, vous voyez, c'est pas évident. Vous parlez d'un relativisme un peu dans l'air du temps. Aujourd'hui, est-ce que vous avez le sentiment que la bataille culturelle, hein, comme on dit, est en passe d'être gagnée par ce courant d'extrême droite sur certains sujets? Que fait la gauche, en fait? Qu'est-ce qu'elle peut opposer à ça? Quelle rhétorique, quelle idée doit-elle avancer? Alors, moi, je ne parle pas du tout au nom de la gauche. Je ne suis absolument pas politique. Moi, je pars de mon point de vue à moi, qui est celui de l'histoire. Moi, je suis convaincu, très naïvement, qu'il faut sans cesse rappeler les faits et leur complexité.
Et il y a un mensonge, on le décortique. Voilà. Et on montre, voilà, là-dessus, il ment. Et je vous le démontre. Et peut-être que s'il ment là-dessus, il ment aussi sur autre chose. Donc réfléchissez. Voilà, moi c'est c'est la seule chose que à laquelle je m'assigne, pas autre chose. Et c'est vraiment un livre qui ne vise absolument pas qui n'a pas de finalité politique dans la mesure où je pointe des déformations qui viennent aussi de la gauche. Vous voyez, quand le président Macron pointe dans son discours de juillet 2017 sur la rafle du Veldiv, pointe uniquement l'antisémitisme français en oubliant de mentionner le fait qu'il y a quand même eu un génocide des Juifs, qu'il y a quand même eu une occupation, c'est gênant. Vous voyez, ça contribue. Donc, moi, je fais le pari de la vérité, des faits, vous dites. Faits. Et est-ce que vous pensez, Laurent Joly, que cette rationalité-là, ce pari des faits et de la sagesse, peut gagner contre les passions et contre les passions populistes que vous avez aussi décrites, pas évoquées? à court terme, mais à long terme, j'en suis convaincu. Vous savez, les historiens, on entendait tout à l'heure le sonore sur les vœux de Zemmour. Quand vous voyez aujourd'hui comment les historiens traitent le cas du général Boulanger, vous voyez, ce populiste, le premier grand populiste français. Aujourd'hui, ils se disent, mais comment c'est possible qu'un tel personnage qui avait vraiment des failles psychologiques majeures ait pu entraîner comme ça des centaines de milliers de gens? Voilà, donc la comparaison, le travail historique peut aider aussi à prendre conscience de ça, de se dire, Zemmour, peut-être qu'il y a un problème chez ce personnage-là. Donc, moi, mon travail d'histoire sert peut-être à éclairer, je l'espère, les citoyens. Voilà, c'est ce que je dis en conclusion, mais ce n'est pas un livre politique, c'est un livre d'histoire. Merci beaucoup à vous, Laurent Joly. C'est un livre d'histoire et un ouvrage quand même d'intervention et de réaction. La falsification de l'histoire. Éric Zemmour, l'extrême droite, Vichy et les Juifs, paraît chez Grasset. Merci Laurent Joly d'avoir été avec nous. Un grand merci à toute l'équipe de La Grande Table qui a préparé et programmé cette émission. Henri Leblanc avec Marie Fraboulet pour La Grande Table Culture aujourd'hui. Lucas Bretonnier avec Laura Dutèche-Pérez pour La Grande Table des Idées. À la réalisation, c'était Thomas Beau avec Ludovic Auger. Merci. France Culture, l'esprit d'ouverture.